Bonjour, je me présente Sébastien Fournel, professeur au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval, en compagnie de mes collègues Véronique Ouellette et Jamie Dallaire du département des sciences animales. Nous avons préparé cette formation qui s'intitule Impact du stress thermique chez le porc et adaptation comportementale. Dans le cadre de ma capsule, je vais surtout m'intéresser à notre compréhension du stress thermique, alors que Véronique va vous entretenir sur l'impact des stress thermiques et Jamie parlera des adaptations comportementales. Donc, allons-y de ce pas avec comprendre le stress thermique. Ce qu'il faut savoir d'abord et avant tout, c'est que le porc évolue dans un environnement qui est changeant, notamment en fonction de la température, donc il peut faire plus ou moins chaud. Le porc peut être aussi soumis à différentes humidités relatives, différentes vitesses d'air, donc peuvent être plus ou moins rapides. Il y a une radiation et une lumière qui peuvent être plus ou moins intenses. Ils peuvent aussi évoluer dans un environnement qui est avec ou sans bruit et en présence ou non de gaz et même de poussière. Donc, tous ces éléments-là vont influencer son comportement, sa productivité et également sa santé et son bien-être. Puis lorsqu'il est question de stress thermique, ce sont surtout les 4 premiers paramètres qui vont nous intéresser parce qu'ils vont caractériser l'environnement thermique et c'est probablement ces paramètres-là qui vont aussi avoir le plus d'impact sur la productivité, la santé et le bien-être des porcs. Et lorsqu'il est question d'environnement thermique, il y a certains concepts clés à connaître, notamment l'homéothermie. Donc, le porc, tout comme l'humain, est un être vivant qui est homéotherme. Donc, sa température corporelle est maintenue constante malgré des conditions environnementales qui peuvent changer. Donc, que le porc soit à 10 degrés, à 20 degrés, normalement, sa température corporelle va être maintenue à 39 degrés Celsius. Dans le cas du humain, on est plus aux alentours de 37. Et ce qui permet cette homéothermie-là, c'est le processus d'homéostasie, donc qui est en fait la régulation de notre température grâce à un équilibre entre l'énergie du métabolisme et les gains et pertes de chaleur. Donc lorsqu'on parle du métabolisme, c'est surtout l'énergie qui provient de l'aliment, mais le porc a déjà de l'énergie qui peut être entreposée notamment dans les graisses et également sa chaleur interne. Donc cette énergie-là qui va généralement provenir de l'aliment doit être en équilibre avec ce que l'animal est en mesure de perdre via l'environnement, soit sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente. La chaleur sensible, on va le voir un peu plus tard, mais c'est tout la chaleur que l'animal peut perdre lorsque son environnement est à une température différente. Donc, il va y avoir un transfert de son corps qui est généralement plus chaud vers l'environnement qui est généralement plus froid. Et au niveau de la chaleur latente, donc ça, c'est la chaleur qu'on va perdre notamment par évaporation de l'eau via, par exemple, la transpiration. Donc, la sueur qui se retrouve à la surface de la peau va nécessiter une certaine quantité d'énergie provenant du corps pour être capable de passer à l'état de vapeur d'eau dans l'environnement. Donc, on va revenir sur ces concepts-là un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'énergie des aliments. En effet, c'est pas toute l'énergie des aliments qui va être efficacement utilisée par l'animal. Il y en a une partie d'abord et avant tout qui va être perdue dans les fesses et même dans les urines. Donc, il y a des aliments qui sont peut-être non digestibles. On a également une perte via des gaz de digestion. Et ces pertes-là sont estimées de 25 à 40 si bien qu'il y a quand même 60 à 75 de l'énergie qui est utilisable par l'animal, notamment pour le maintien de ses fonctions vitales ou pour combattre différents stress comme des maladies. Donc, si on a un animal qui est malade, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être utilisée là, pour combattre le virus ou la bactérie qui l'affecte. Et évidemment, l'énergie utilisée comme au niveau métabolisable va dépendre du type d'animal. Donc, on a une truie ou un porc à l'engrais, ce ne sera pas nécessairement la même énergie qui va être métabolisée. Même chose en fonction du poids, de l'âge, du type d'aliment, du degré d'activité et évidemment de l'environnement. Mais si on est dans un porc qui est dans des conditions optimales, il devrait en principe rester une bonne partie de l'énergie qui est disponible pour la production. Donc, si on a une truie qui est lactante, donc pour produire du lait pour les porcelets, ça peut être une truie gestante, donc qui va devoir nécessiter de l'énergie pour la formation des fœtus. Et si on a un porc en engrais, évidemment, pour la production de viande. Et ultimement, l'énergie restante
ben, si le porc est dans un environnement optimal, donc va être en mesure de dissiper l'excédent via différents mécanismes de perte de chaleur. Et s'il en reste un petit peu, ben, il va être aussi capable de faire des réserves. Par contre, si le porc est dans un environnement où il fait par exemple très très chaud, qu'on est dans une situation de canicule et que le porc doit rentrer en stress thermique, ben là, ça vient de dérouter un peu tous ces beaux mécanismes-là. Puis on va revenir sur ces éléments là un peu plus tard. Donc, lorsqu'il était question de l'homéostasie, donc on vient de parler d'énergie d'aliment par rapport au métabolisme. Maintenant, attaquons-nous à la boîte en lien avec les gains et les pertes de chaleur. Donc, on a vu qu'il existe deux types, la chaleur sensible, la chaleur latente. Donc, ces différentes chaleurs-là sont perdues via des mécanismes de transfert de chaleur que vous voyez représentés là, sur la figure à l'écran. Donc, il existe trois mécanismes pour la chaleur sensible. Le premier, c'est la conduction. Donc, un échange de chaleur par contact direct entre la peau d'animal et une surface, par exemple le plancher ici. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça prend une différence de température pour qu'il y ait perte de chaleur. Donc, le porc à 39 degrés, qui est dans un environnement peut-être à 20-23 degrés. Donc, le porc est dans une température supérieure, donc va perdre de la chaleur via le plancher. Le même genre d'échange de chaleur se fait aussi avec un fluide d'environnement comme l'air, donc de façon naturelle ou forcée. Donc, on va avoir des pertes de chaleur sensibles par convection. Donc, notre porc qui est à une température de 39 vers un environnement à 20-23 va aussi perdre de la chaleur vers l'air. Et évidemment, si l'air est poussé par un ventilateur directement dans le visage de l'animal, donc ça accélère ou accentue en fait la perte de chaleur là, par convection. Donc, étant donné que la vitesse de vent a un effet refroidissant. Et le dernier mécanisme de transfert de chaleur du côté de la chaleur sensible, donc la radiation. Donc, c'est similaire aux deux autres, sauf que cette fois-ci, ça se fait sans contact direct. Donc, tout corps à une certaine température va émettre des ondes électromagnétiques et elles vont se propager du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, donc du porc à 39 vers les murs qui peuvent être à 20-23 degrés selon la température de l'environnement. Et pour ce qui est du mécanisme de transfert de chaleur latente, bien là, on va parler d'évaporation. Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure au niveau de la transpiration. Par contre, le porc a la particularité d'avoir des glandes sudoripores qui sont non actives, donc on ne peut pas nécessairement utiliser efficacement ce principe-là. Par contre, dans son cas, il peut augmenter son taux de respiration. Donc, en ouvrant la bouche et en y allant de respiration prononcée, de va-et-vient, autrement dit. Donc, il va être en mesure d'évaporer l'eau de ses poumons et également l'eau contenue dans sa salive. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a chaud, ben, souvent, on vient avec la bouche sèche parce que notre taux d'aspiration s'accélère et on assèche l'humidité de notre bouche. Au niveau de la chaleur sensible, je vous ai parlé, évidemment, ça prenait un différentiel de température. On le voit bien ici avec les équations pour calculer ces différentes pertes de chaleur-là, qui sont représentées par la lettre Q. Donc, qui sont dans chacun des cas, que ce soit la convection, la radiation ou la conduction, par une différence de température entre le porc et son environnement. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment la surface de contact, la résistance thermique de l'animal, l'émissivité de la peau, ou évidemment le coefficient de convection, H, qui va être plus élevé, plus la vitesse de l'air est grande. Alors que pour l'évaporation, donc qui va être déterminé par la lettre G pour le flux de vapeur, donc dépend principalement de la différence de pression de vapeur d'eau qui est intrinsèquement liée à l'humidité relative. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que plus un environnement est sec, plus la différence de la pression de vapeur d'eau est grande. Donc, l'animal est en mesure de perdre de la chaleur latente par évaporation. Si l'environnement est hyper humide, donc le delta PW est plus petit et donc la possibilité d'évacuer de la chaleur latente est plus faible. Maintenant, on s'attaque à la zone de thermoneutralité qui correspond en fait à la gamme de températures ambiantes qui sont confortables pour l'animal. Donc, vous avez ici vers la droite deux figures qui vont nous permettre de bien comprendre
le lien entre l'homéothermie, par exemple, le métabolisme et les différentes pertes de chaleur en bas. Donc, si on a un environnement où le porc est confortable, donc à l'intérieur de sa zone de thermoneutralité, donc à l'intérieur du cadre vert, donc dans des températures qui sont assez confortables, disons qu'on est à peu près à 20 degrés. Alors là, on voit que l'animal n'a aucune difficulté à maintenir sa température corporelle constante. Et pour ce faire, ben, il y a également le métabolisme le plus faible et relativement constant. Donc, a peu d'efforts à générer ou à faire pour être capable de maintenir sa température constante. Puis, ça, c'est en grande partie aussi dû au fait que sa production de chaleur totale, qui est la somme de la chaleur latente et de la chaleur sensible, bien relativement constante dans cette zone-là. Donc, on a un animal qui est confortable et qui peut utiliser le maximum d'énergie pour la production. Par contre, si au niveau de la température ambiante, on se dirige vers la gauche, donc la température baisse, on se retrouve peut-être aux alentours de 10 degrés. Alors là, l'animal peut évidemment entrer dans une situation de stress, de froid, où là, évidemment, pour conserver une température corporelle constante, mais va devoir augmenter l'énergie de son métabolisme. Donc, ça peut être soit en frictionnant, ça peut être en faisant de l'exercice ou évidemment en s'alimentant davantage. Pourquoi il doit augmenter son métabolisme? C'est tout simplement que l'écart de température, si on se rappelle ce qu'on a vu au niveau des équations de chaleur, le mécanisme de transfert de chaleur, d'équations de chaleur sensible, donc on voit que en passant de 20 à 10, donc on accroît la différence de 10 à 39 degrés. Donc l'animal va perdre davantage de chaleur là, par le mécanisme de chaleur sensible, si bien que l'animal doit compenser par métabolisme pour toujours garder l'équilibre entre les pertes de chaleur et l'énergie du métabolisme selon le processus d'homéostasie. À l'inverse, si l'animal se retrouve dans une zone de stress thermique de chaleur, donc là, on va se retrouver vers la droite de notre zone de notre thermoneutralité. Donc, notre animal, pour conserver une température relativement constante, va devoir à ce moment augmenter son métabolisme, mais cette fois là, pour perdre de la chaleur sous forme latente, soit par haletement et par transpiration, donc pas dans le cas de d'autres types d'animaux. Puis on le voit ici, donc plus la température augmente, mais plus les pertes par chaleur sensible diminuent, et plus on doit compenser là, par les pertes de chaleur latente via les mécanismes d'évaporation. Donc ça permet justement de bien visualiser comment justement le processus d'homéostasie avec le métabolisme et les différentes pertes de chaleur, comment tout ça s'entremêle pour bien comprendre l'impact des stress thermiques. Donc on vient de parler évidemment de zone de thermoneutralité, les valeurs critiques pour différents types d'animaux, donc vous l'avez ici là, dans des boîtes à moustaches. Donc on voit que des truies gestantes et des porcs de finition ont une médiane aux alentours peut-être de 18 à 20 degrés, alors que des porcelets vont être plus au-delà de 30, puis des porcelets en pouponnière, donc plus aux alentours là, de 25 degrés. Donc on voit que quand même, quand même une capacité de s'adapter sur une large gamme de température. Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est que ces boîtes à moustaches-là ont été évaluées pour des conditions relativement normales au niveau commercial, donc possiblement une vitesse d'air relativement faible et une humidité relative possiblement là, dans la fourchette des 50%. Donc aussitôt qu'on sort de ces éléments-là, donc on a un environnement qui est possiblement là, très très humide ou où on a une vitesse d'air qui est très très élevée, ben, ces plages-là peuvent évidemment se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Donc il faut être conscient de ces éléments-là. Puis c'est un peu pour ça aussi que de plus en plus, en tant que chercheur, on va s'intéresser à des indices de confort thermique. Puis un des premiers à avoir été mis sur pied dans le cas du porc, c'est le Wet and Drybble Temperature Index, WD. Donc, au-delà de tenir compte de la température, on tient aussi compte de l'humidité. Donc, c'est un peu l'équivalent du
facteur humidex que vous allez entendre au bulletin météo lorsqu'on va être au mois de juillet en pleine canicule. Donc, c'est un peu comparable à ça. Donc, on a deux équations, une pour des plus petits ports, d'autres pour des plus des ports à l'engrais. Donc, équations qui dépendent de la température au bulbe sec. Donc, dB pour dry bulb, donc qui est tout simplement la température donnée par un thermomètre normal. Puis, on a le TWB pour wet bulb, donc température au bulbe humide. Donc, ça, c'est une vieille méthode pour caractériser l'humidité. Donc, on a un thermomètre avec un linge humide au bout, donc qui est une mesure justement de l'humidité. Donc, en gros, ces équations-là, avec les températures en Fahrenheit, vont nous permettre ensuite de se rapporter à l'échelle dans le tableau de droite. Donc, pour décider si on est dans une situation où il n'y a aucun stress thermique, un modéré, un élevé ou un stress extrême. Puis lorsqu'on regarde les deux équations, on voit que le coefficient, notamment pour la température au bulbe sec, est plus importante pour les plus gros porcs. Puis ça, c'est tout à fait normal. Les plus gros porcs mangent plus, donc vont avoir une énergie métaboliste beaucoup plus élevée, donc plus de perte de chaleur à avoir pour être capable de garder la température constante. Donc la température va les impacter davantage que des plus petits porcs. Il y a également d'autres indices qui ont été définis dans les dernières années. Donc, au début des années 2000, un chercheur américain du nom de Baker a développé la température effective ou la température effective réellement ressentie par l'animal. Donc, a déterminé en fonction de son indice ET et du poids de l'animal, donc différentes zones de confort, de stress thermique de chaud et stress thermique de froid. Et donc, la température effective est évaluée en fonction de la température de l'air, donc TDB normal, auquel on ajoute ou soustrait certains facteurs, notamment en fonction du type de plancher. Donc, on voit ici, par exemple, qu'un plancher de béton va obtenir des valeurs de moins 9 ou moins 18 sur la température normale. Donc, un peu évidemment, un plancher de béton mouillé va permettre davantage de perte de chaleur. Donc, on va avoir une valeur beaucoup plus élevée. Au niveau de la vitesse d'air, donc plus la vitesse d'air est élevée, plus on a un refroidissement par convection. Donc, plus la valeur va être élevée dans le négatif. Au niveau d'isolation, donc un bâtiment qui est faiblement isolé, donc va avoir beaucoup de perte de chaleur. Donc, l'impact sur l'animal va être plus grand. Évidemment, pour des porcelets, on peut avoir des sources radiantes. Puis, il existe également des systèmes de refroidissement, donc par exemple les brumisateurs ou les asperceurs. Donc, encore une fois, on a certaines valeurs qui sont associées à ça. Plus récemment, on a également l'indice House Swine Heat Stress Index, communément appelé le HS2I, qui a été développé par Brett Ramirez de l'Université de l'Iowa. Donc, on voit, lui, sur cette graphique, donc on voit notre indice HS2I sur une échelle de 0 à 10, qui est défini en fonction de la température sur l'axe des X. Et également en fonction du type de ligne, donc on a l'humidité relative, RH, et la couleur de ligne va pour la vitesse d'air, donc de 0,5 jusqu'à 3 mètres par seconde. Et donc, Ramirez définit la HS2I comme étant en situation confortable sous une limite de 3. De 3 à 6, on est plus en stress modéré et au-delà de 7, on est plus en stress élevé. Autre indicateur, la température effective, cette fois par un Danois du nom de Bjerg. Donc lui, tout simplement une équation définie à partir de la température au bulbe sec, l'humidité relative à HR et la vitesse de l'air petit v. Donc avec ces trois valeurs-là, on est en mesure de déterminer justement la température réellement ressentie par l'animal. Donc ces indicateurs-là nous servent de plus en plus à évaluer justement la température effective de l'animal. Donc, pour mettre tout ça en perspective, j'ai préparé un exercice à faire ensemble. Donc, vous voyez ici certaines figures que vous avez vues plus tôt. Donc, si on est dans une situation confortable pour un porc, donc température corporelle de 39, à 20 degrés, 50% d'humidité relative, donc on ne devrait pas nécessairement avoir de problème pour
celui-ci. Donc, on le voit selon l'énergie métabolisable. Donc, il y en a pas qui peuvent être dépensés pour les stress thermiques. Donc, il risque d'en avoir une bonne partie pour la production. Et dans ces conditions-là, l'animal est bien en mesure d'évacuer l'excédent de chaleur là, via les différents mécanismes de transfert. Donc, si on évalue la température réellement ressentie par ce porc de 200 livres en fonction de l'indice de Baker, en considérant par exemple que l'animal est sur des lattes de béton sèches, donc on se rappelle qu'on avait un moins 9 degrés Fahrenheit, une vitesse de 30 pieds minutes, moins 7, une bonne isolation, moins 1. Donc, si on se rappelle comment l'évaluer, on est à 68 degrés Fahrenheit, moins 17 degrés Fahrenheit, on tombe à 51. Et donc, pour un porc d'à peu près 200, on se retrouve à 51. Et donc, selon le graphique de Baker, on se retrouve tout simplement dans la zone confortable. Donc, tout ça est tout à fait valide. Ce qu'on voit à droite est tout à fait valide. Maintenant, plaçons ce même porc dans un environnement où la situation tombe en situation de stress thermique. Donc là, ça change un peu les choses pour lui. Donc, on est à 30 degrés Celsius, 80% d'humidité relative. Donc, on a augmenté de 10 degrés, on a augmenté de 30% d'unité de pourcentage d'humidité relative. Donc, possible que l'animal commence à ressentir un certain stress thermique, même que sa température corporelle est en train de monter. Donc, à ce moment-là, sa possibilité d'évacuer de la chaleur, soit sensible, soit latente, est de beaucoup diminuée. Donc, on voit ici qu'elle est beaucoup plus pâle. Donc, étant donné que l'animal est en stress thermique, possiblement, donc, il va utiliser beaucoup d'énergie pour être capable de conserver une température constante, donc au niveau de l'homothermie, et pour combattre le stress, ce qui fait en sorte qu'il risque de ne pas en avoir du tout là, pour la production et est capable de faire des réserves. Puis si on regarde sur la figure de Baker, donc à 86 Fahrenheit, moins 16 degrés, donc si on n'a pas mis l'isolation, si vous rapportez à la référence, donc en situation chaude, on ne tient pas compte de l'isolation. Donc 86 moins 16 nous donne simplement 70 pour ce porc, donc qui est clairement ici dans la situation de stress thermique. Donc éventuellement, si on voulait en arriver à le ramener dans sa zone de thermoneutralité, là, il faut utiliser un système de ventilation ou de refroidissement efficace. Donc si on augmente par exemple la vitesse à 300 pieds minute, ou en démarrant l'aspersion. Donc là, on va obtenir une baisse d'au moins 10 degrés Fahrenheit si vous rapportez à la référence de Baker. Et donc, en passant de 70 à 60, bien, on ramènerait nos animaux dans une situation de confort. Donc, l'objectif, un peu de tout ça, c'est de bien optimiser nos systèmes de contrôle d'ambiance pour arriver à offrir un contrôle optimal aux animaux. Donc, les messages à retenir pour cette portion, pour cette capsule de cette formation. Donc, la thermorégulation est relativement limitée chez le porc. Donc, on en a parlé, il y a différents mécanismes de transfert de chaleur. Le porc n'ayant pas de glande sudoripare active est un peu limité au niveau des pertes de chaleur latentes. Donc, il doit se rabattre sur d'autres mécanismes, notamment par son comportement, donc, qui peut lui permettre de demeurer dans une plus grande gamme de températures. Donc, on peut essayer justement de se coucher sur des planchers de béton qui sont généralement plus frais et perdent davantage de chaleur par la voie sensible. Par contre, toute adaptation, qu'elle soit d'ordre physiologique et même alimentaire, on l'a vu tout à l'heure, si on est dans un stress de froid, l'animal va, par exemple, consommer davantage, mais il va être aussi beaucoup moins efficace. Donc, ces adaptations-là peuvent devenir éventuellement nuisibles pour les performances de l'animal et ultimement et plus globalement au niveau de l'industrie. Et donc, comme on l'a vu dans la dernière diapositive, il est primordial de maintenir l'animal dans sa zone de thermoneutralité afin qu'il puisse bien performer et utiliser l'énergie pour la production et non pour combattre différents stress. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous invite évidemment à visionner les 2 prochaines capsules sur la même thématique du stress thermique. J'en profite pour présenter les différentes références si vous avez envie
de les consulter et d'en apprendre davantage, notamment sur les indicateurs de confort thermique. Et je vous quitte en remerciant tout simplement les différentes organisations ayant financé cette formation. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.